Si vous êtes des fidèles de la balado Le Député Prof, eh bien, on vous présente la 7e balado aujourd'hui. Je vous invite à l'écouter, je vous invite à la partager, je vous invite à dire à l'ensemble de vos amis dans votre entourage de peut-être venir faire un tour, écouter un épisode, se faire une tête et ils seront capables de décider par eux-mêmes s'ils souhaitent réécouter ceux qui sont déjà enregistrés et nous suivre dans ceux qui viennent. La balado numéro 7, sujet « Véhicules électriques et sapins de Noël ». Je vous explique tout ça un peu plus tard. Robert Aubin au microphone de cette balado intitulée Député, le député prof ou votre député prof. Alors, cette semaine, balado numéro 7 ayant pour titre Véhicules électriques et sapins de Noël. Vous allez me dire, je vous entends déjà me dire, c'est quoi le rapport? Fort simple. En fait, il y a un élément ou un intrant qui est commun aux deux et c'est, je dirais, l'empreinte écologique. Alors, à tous les mois de décembre, il y a toujours une étude qui nous apparaît pour tenter de nous démontrer qu'est-ce qu'on devrait choisir entre un sapin artificiel ou un sapin naturel, lequel a la plus faible empreinte écologique. D'emblée, on a tendance à répondre le sapin naturel, parce que biodégradable et tout. Or, plusieurs études tentent à nous démontrer que le sapin artificiel, si on le conservait sur une longue période, c'est-à-dire plus de 12-15 ans, pourrait avoir une empreinte écologique qui soit plus faible que le cycle créé par le renouvellement d'un sapin naturel à chaque année. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une question qui s'y rapproche vraiment et qui y ressemble quand on parle aujourd'hui de véhicules électriques. Ou bien des gens se posent la question sérieusement, ou bien parfois des climato-sceptiques aussi disent « Ah ouais, mais les véhicules électriques, là, c'est pas si vert que ça parce que vous prenez pas en compte la construction du véhicule, le recyclage des batteries, etc., etc. » Or, qu'en est-il de la vérité? Avons-nous une plus faible empreinte écologique lorsqu'on utilise un véhicule électrique que lorsqu'on utilise un véhicule à combustion traditionnelle? Je ne me serais pas commis sur la réponse sans m'appuyer sur une étude scientifique digne de ce nom, parce que, évidemment, un véhicule électrique qui n'émet aucun gaz à effet de serre, on a tout de suite tendance à penser que c'est plus écologique. Et ma foi, la réponse, je ne vous la donne pas tout de suite, puisqu'elle nous vient d'une étude qui a été menée par l'IREC, l'IREC qui est l'Institut de recherche en économie contemporaine. L'étude a comme titre « Étude sur la comparaison du coût total de possession des véhicules à essence et électriques ». Étude qui a été conduite par Gilles L. Bourque et Jonathan Ramacchieri. Je pense que c'est ça. Une étude qui a été publiée en mai 2019, ce qui fait que si, vous, comme moi ce matin, vous faites la recherche sur le site de l'IREC, il se peut que cette étude-là ne soit pas encore en ligne, mais comme on l'a fait parvenir si gentiment, je m'organiserai pour que vous ayez accès à cette étude-là et aux conclusions, puisque dans le petit 15 minutes qui nous est imparti, évidemment, je vais survoler l'étude pour vous en donner les grandes lignes, mais je me doute que plusieurs d'entre vous auraient envie, le goût, d'aller plus avant, lire cette étude-là qui est faite en son résumé une vingtaine de pages et qui est fort agréable à lire. Alors, allons-y tout de go. Comment établir le coût total d'une possession d'une voiture? Parce que ça, c'était le point de départ de l'étude. C'est-à-dire qu'on va pas se demander juste à l'achat, qu'est-ce qui coûte moins cher entre un véhicule à combustion interne ou un véhicule électrique? La réponse est assez claire quand on va chez le détaillant. On voit bien que les voitures électriques, encore à ce jour, sont d'un autre ordre de prix. Ça tend à se régulariser avec un certain nombre de subventions gouvernementales, mais qui ne sont pas disponibles partout. J'ouvre une parenthèse d'ailleurs sur ces subventions gouvernementales, puisque l'étude ayant été publiée en mai 2019, ça veut donc dire que la recherche est faite préalablement au moment où les crédits d'impôt qui sont offerts par le gouvernement fédéral n'étaient pas annoncés encore, donc ne font pas partie des conclusions de l'étude, mais viennent à quelque part renforcer les conclusions de l'étude quand je vous les aurai données, puisque vous imaginez bien
que ça tend à être positif. Alors, comment on établit le coût total de possession d'une voiture selon les chercheurs en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, et je vous les donne, les prix de vente, la dépréciation du véhicule, les intérêts liés au financement du véhicule, parce que si vous êtes comme moi, on n'a pas vraiment les moyens d'acheter comptant des voitures, le coût des assurances, le coût du ou des carburants, que ce soit essence ou électricité. Et encore là, quand on parle d'électricité, il y a une particularité québécoise, non seulement dans la production d'électricité, qui est une production d'électricité propre, mais aussi sur les coûts, puisque en nationalisant l'électricité, René Lévesque nous a donné collectivement un pouvoir absolument extraordinaire. On inclut également les frais de permis de conduire, l'immatriculation, l'entretien et la réparation. On inclut l'achat d'une borne de recharge, quand on parlera de véhicules électriques, bien sûr. Et comme je le disais tantôt, tous les chiffres n'incluent pas les subventions fédérales, mais incluent la subvention provinciale qui était déjà là de la part du gouvernement du Québec. Quels sont les modèles de véhicules qu'on a comparés? Et là, je ne parle pas de marque de voiture, mais de modèles. On a bien sûr, d'un côté, le véhicule à combustion interne, celui qui brûle de l'essence et qui émet des gaz à effet de serre, et toute la panoplie des véhicules qui sont moins, je dirais, dommageables pour l'environnement. Et là, on va du véhicule hybride conventionnel au véhicule hybride rechargeable jusqu'au véhicule entièrement électrique qui, évidemment, n'émet aucun gaz à effet de serre. Et pour chacune de ces catégories ou chacune de ces modèles de voitures, on a étudié, et là, dans l'étude, vous aurez des marques et des modèles précis, mais 3 types de véhicules, c'est-à-dire les compacts, les intermédiaires et ce qu'on pourrait appeler les berlines de luxe. Alors, voilà les paramètres de l'étude. Quelles sont les grandes conclusions maintenant? Bien, évidemment, on pourrait parler d'avantages et d'inconvénients dès le départ. Les avantages des voitures électriques, bien, ils sont bien connus. Là, c'est la réduction des gaz à effet de serre à presque zéro. Par contre, les inconvénients qui y sont liés, c'est le réseau des bornes de recharge, qui n'est pas encore très développé au moment où on se parle, et l'autonomie de ces véhicules. Alors, dépendamment du type d'utilisation que vous faites de votre automobile, bien, il faudrait voir aussi à tenir en compte cela. Et d'ailleurs, dans le mode de calcul, on a pris en compte des paramètres moyens. Tout le monde ne se retrouve pas là-dedans, mais je pense que une bonne majorité de conducteurs se retrouvent là-dedans. C'est-à-dire, on a calculé les émissions annuelles durant la période du premier propriétaire. Alors, vous êtes l'acheteur de la voiture neuve et on calcule sur votre période d'utilisation. Et quand vous allez décider de vendre ce véhicule comme véhicule usagé pour vous en procurer un autre, on ne poursuit pas l'étude sur la seconde ou la troisième vie de ce véhicule. On a également considéré que vous aviez une moyenne annuelle qui tourne autour de 15 000 km par année. Alors, si vous êtes dans cette moyenne-là, on comprend bien que tout type de véhicule est comparable. Si vous êtes au-delà du 15 000 km, si comme moi, vous vous approchez plus du 50 000 km par année, c'est probablement plus difficile d'avoir des comparatifs effectifs entre la voiture électrique et la voiture à combustion, par exemple, puisque les distances vont rendre plus difficile la recharge si vous avez un véhicule électrique que le plein si vous avez un véhicule à essence, évidemment. Alors, on a comparé ces 3 modèles-là et je vous donne déjà des conclusions intéressantes. Sur les 3 modèles, que ce soit des compacts, des intermédiaires ou des berlines, si vous avez un véhicule à combustion interne, vous émettez entre 2 et 3 tonnes de GES par année. Alors que si vous avez un véhicule hybride conventionnel, vous retranchez à ce 2 à 3 tonnes de GES par année, dépendamment des modèles, de 3/4 à 1,2 tonnes par année de moins d'émissions de GES par rapport aux modèles comparables dans un véhicule à combustion interne. Si vous avez un véhicule hybride rechargeable, bien là, ces véhicules-là émettent chacun autour de 0,7 tonnes de GES. 0,7 par rapport aux 2-3 tonnes de départ, on a véritablement
un gain d'efficience en matière d'empreinte écologique considérable. Et finalement, si vous avez un véhicule entièrement électrique, bien, votre production de gaz à effet de serre est pratiquement nulle. Et je dirais particulièrement nulle au Québec, puisque l'électricité qui va servir à alimenter votre véhicule est elle-même produite à l'aide d'une source verte. Alors, quelles sont les principales conclusions de l'étude? Bien, je viens déjà d'en donner une illustration assez claire en termes de réduction de production de gaz à effet de serre, mais il y a d'autres conclusions qui sont aussi intéressantes. Je vous en donne quelques-unes. De manière générale, on dit que le coût des technologies d'électrification, comprendre principalement les batteries, reste encore élevé au moment où on se parle, ce qui explique le grand écart sur les prix de vente, d'où l'importance des programmes de subvention gouvernementale. Cependant, il faut bien reconnaître que la tendance est à la baisse dans les coûts de ces technologies et que plus on va favoriser l'achat de véhicules électriques, plus on va permettre de générer des profits qui vont être réinvestis en recherche et développement et qui vont contribuer à faire baisser le coût de réalisation des batteries, en plus de les rendre plus performantes, ce qui fait qu'à moyen terme, on pourrait arriver rapidement, nettement plus rapidement qu'on pense, à une parité entre les prix de vente pour un véhicule à combustion interne et un véhicule totalement électrique. D'où un certain nombre de recommandations qui ont été faites à la fin du rapport et qui disent, entre autres, ceci. Il y en a six recommandations qui m'apparaissent tout aussi intéressantes les unes que les autres. 1. On devrait avoir un label sur les coûts d'usage du véhicule. Alors, présentement, quand on va acheter un véhicule chez le détaillant, il y a toujours cette espèce de résumé collé à la fenêtre d'une des portes qui vous donne la consommation au 100 km, qui vous donne un certain nombre de paramètres. On vous dit, il faudrait que sur ce label-là, il y ait les coûts d'usage du véhicule en fonction de l'ensemble des paramètres dont on parlait dès le début. Déjà intéressant qui permettrait de comparer les prix ou le prix total d'utilisation du véhicule et non pas simplement le prix d'achat. On nous dit aussi dans les recommandations, deuxième recommandation, il devrait y avoir une législation qui mette une date de fin de production des véhicules à combustion interne. Alors, plusieurs pays commencent à le faire. Le Québec, le Canada ne l'ont pas fait encore. On nous encourage très fortement à dire, vous devriez mettre une date qui dit aux producteurs ou aux fabricants, à partir de 20, et là, la date est à déterminer, il ne devrait plus y avoir de véhicules à combustion interne. Ce qui va faciliter, bien sûr, la vente des véhicules électriques et qui va amener la diminution des prix, la qualité de la recherche et l'augmentation de l'efficacité de ces voitures électriques, tant dans leurs composantes que sont les piles, mais aussi dans l'autonomie de ces véhicules, puisque si vous êtes un grand routier comme je le suis tantôt, à 15 000 km par année, vous avez peu de difficultés. Mais si vous êtes un grand voyageur, évidemment, l'autonomie d'une pile, c'est capital. Par exemple, quand j'ai renouvelé ma voiture, je cherchais une voiture qui me permettrait d'avoir l'autonomie nécessaire pour faire Trois-Rivières-Ottawa sans avoir à m'arrêter pour recharger. Et au moment où j'ai acheté, ça n'existait pas. Il y a des voitures qui, aujourd'hui, me permettent presque d'obtenir ce kilométrage qui est autour de 350 km. Mais encore là, je vous dirais par beau temps, parce que une autre des recommandations qui est fort importante, c'est d'accélérer la recherche et le développement sur l'efficacité des batteries, particulièrement par temps froid. Alors, on ne peut pas parler de véhicules électriques au Québec sans tenir compte du climat dans lequel on vit. 3 saisons sur 4, ça va pas si mal, mais il y a cette 4e saison qui s'appelle l'hiver et qui dure presque la moitié de l'année, où on a des risques, la température a une influence considérable sur l'efficacité du véhicule et il faut faire en sorte que la recherche et développement rendent plus efficaces les batteries de notre voiture électrique. Alors, voilà, le label, la date de fin pour la production des véhicules à combustion, lier les rabais à l'achat au coût d'immatriculation. Alors là, il y a tout un concept à développer. Est-ce qu'on rend les coûts d'immatriculation plus abordables ou moins chers si vous avez un véhicule électrique?
Est-ce qu'on fait payer plus cher les matriculations si vous avez une grosse cylindrée ou un véhicule à combustion interne? Est-ce que c'est un heureux mélange des deux? Il y a toute une réflexion à mener de ce côté-là aussi, mais la recommandation est intéressante. L'augmentation de la tarification carbone à 100 $ la tonne à l'horizon de 2030. Alors, il y a tout un débat, et il reviendra très certainement en campagne électorale sur doit-on tarifier le carbone? Ma réponse est assez claire, là, c'est la mesure la plus efficace. Tous les chercheurs s'entendent là-dessus. Encore faut-il que le prix soit représentatif et incitatif à passer à autre chose. Et finalement, comment diminuer les impacts de cette tarification sur les ménages à revenus modestes? Parce que, bien sûr, se déplacer sur un territoire aussi grand que celui du Québec ou du Canada, ça laisse peu de gens à l'écart de l'utilisation d'une voiture, que ce soit de façon ponctuelle ou de façon quotidienne, mais ça fait en sorte qu'il faut prévoir que tous les ménages puissent avoir accès à un système de transport. On pourra faire un autre podcast sur le développement des transports en commun, que ce soit des transports en commun municipaux ou intermunicipaux. Ce sera très intéressant d'aborder ce sujet-là aussi. Mais je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur cette étude qui dit, en grande conclusion, que tous les modèles sont, quand on observe les coûts totaux de possession d'une voiture, tous les paramètres pointent dans le fait que ce n'est pas plus dispendieux d'obtenir ou d'acheter ou d'acquérir une voiture électrique qu'une voiture à combustion ou une voiture hybride. À toutes les fois, tous les types de véhicules ont gagné, avec des marges plus ou moins grandes, mais ça nous démontre très bien que le véhicule à combustion interne, j'espère, est en voie de disparition et qu'il n'en tient qu'à nous de faire en sorte qu'il disparaisse le plus rapidement possible. Et à toutes les fois que le prix de l'essence augmente, voilà un autre facteur incitatif qui nous amène à tourner notre regard vers un autre type de véhicule et à rouler dans la bonne direction. Alors sur ce, je vous souhaite bonne lecture si vous allez lire cette recherche-là. Suivez-nous sur notre page Facebook, on mettra les liens pour que vous puissiez y avoir accès. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour la balado numéro 8 dont je vous réserve le sujet pour plus tard.